I'll hear them. I'll hear the training. Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici en direct de la Porte de Versailles à Paris dans le cadre du studio Le Siècle Vert et puis dans le cadre surtout du Salon d'Agriculture. Une première émission que je vais avoir le plaisir d'animer avec à ma droite Bruno Parmentier pour son ouvrage Faim zéro. Est-ce qu'on va arriver justement à réduire la faim à néant? C'est la question que je vous poserai et c'est le thème de cette émission. Et j'ai le plaisir aussi d'accueillir Scott Hamilton Kennedy. Bonjour Scott. Bonjour tout le monde. Tout droit venu des États-Unis et je remercie aussi Carrie d'assurer la traduction simultanée. Merci beaucoup Carrie. Je vous en prie. On va, juste avant de parler de la faim, regarder quelques images de votre documentaire. Top image. La survie de notre espèce dépend depuis toujours des progrès de l'agriculture. Le changement climatique va accélérer le débat sur comment nourrir la planète. C'est à cause de ces multinationales. C'est une question d'argent et de pouvoir. C'est beaucoup plus facile de vendre de la peur que de la science. Si on n'a pas à manger, alors on va voler, on va tuer quelqu'un. Alors comment prendre les bonnes décisions sur la façon de nous alimenter? Les trois lettres les plus effrayantes de notre langue sont OGM. Je me suis demandé combien de personnes savaient vraiment ce que c'était. Je ne sais pas. Je sais que c'est mauvais. Le génie génétique est une forme moderne de culture. L'objectif est d'ajouter des caractéristiques utiles dans les aliments. Je suis inquiète des maladies que peuvent provoquer les OGM. Je suis malade. Autisme. Contracter facilement une hépatite. Cancer. VIH. Il n'y a absolument aucune preuve de risque pour la santé. On ne fait jamais confiance à une opinion. On regarde le consensus des experts dans le domaine. Je ne crois pas que les OGM soient dangereux à la consommation. Il n'y a pas de compromis possible. Ils ne peuvent pas coexister. Si c'est une planète bio vers laquelle on se dirige, on verra toutes les forêts se faire détruire, juste pour nourrir l'humanité. C'est une chose sur laquelle je vais me pencher. Elle peut affirmer des choses complètement insensées à entendre. Franchement, je fais confiance aux médias sociaux, plus que la plupart des docteurs, que l'Institut de veille sanitaire, que l'ANSES ou que le ministère de l'Agriculture, des choses comme ça. On est formaté pour avoir une opinion et c'est tout. On prend des décisions à partir de nos tripes. C'était quand la dernière fois que vous avez changé d'avis? Nos intentions étaient louables. On essayait de protéger l'avenir de la planète et la santé de nos enfants. La question qui se pose est comment sait-on que les OGM sont l'ennemi? Et si on s'était trompé? Vous savez, ce qui est bien avec la science, c'est que c'est vrai, que vous y croyez ou non. Vous voyez, c'est... Scott, votre métier c'est d'être réalisateur de documentaires. Vous avez même été nommé aux Oscars en 2009 si je me rappelle bien. Clairement, vous êtes pro-OGM. That's a good question. Thank you very much. I don't like to describe myself as pro-GMO. I prefer to describe myself as pro-science. Thank you, that's a very good. Merci, c'est une bonne question. Et je ne préfère pas me caractériser comme étant pro-GMO, je suis pro-science. Parce que c'est vrai, c'est surtout la science que vous mettez en avant. Correct. So the film is really a metaphor. The controversy around GMOs is really a metaphor for how important it is to use science to make decisions for all of us, from parents to politicians. Et en fait, le film est un métaphore pour l'importance de la science pour prendre des décisions pour tout le monde, de parents aux hommes politiques. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué? Notamment, il y a l'exemple de la papaye. The papaya story is an excellent one and one that's not really been told in any other documentaries. Oui, l'histoire de papaye est vraiment une histoire intéressante et ce qui n'a pas été raconté dans d'autres documentaires. So not only was it a fix for a papaya that was being wiped out in Hawaii, and there was a GMO fix for it. Non seulement c'était une façon de faire face au problème de papaye en Hawaï, mais aussi il y avait une façon de résoudre le problème avec les OGM. But then many years later, some politicians in Hawaii wanted to ban all GMOs,
Et puis un peu plus tard, il y avait les hommes politiques à Hawaï qui voulaient bannir tous les OGM. But they allowed to grandfather in the GMO papaya, the rainbow papaya. Mais tout en laissant en place la papaye arc-en-ciel, rainbow papaya, qui était déjà sur le marché à Hawaï. So it really gets us to ask the question, what are they saying about GMOs if they're saying ban all of them, but this one was okay? They really don't know what they're saying about GMOs. Alors qu'est-ce que ça nous dit sur leur façon de voir les choses? Ils disent il faut bannir les OGM, mais au même moment, il faut garder ces papayes-là. Alors, ce qui est intéressant, c'est que effectivement, vous avez observé ce qui s'est passé dans ce débat sur les OGM, et vous allez très loin. Vous êtes même très courageux parce que vous dites que ceux qui sont anti-OGM, c'est aussi une affaire de business. Ceux qui sont anti-OGM, c'est aussi une affaire de business. Absolutely. That was probably the most surprising element of making the film. C'était en fait l'élément le plus surprenant en faisant ce film. That some have taken the organic industry, some in the organic and natural foods industry have taken this fight to sell more products. Et que quelques personnes, ce qui était surprenant, c'était que quelques personnes, pas tous, mais quelques personnes dans l'industrie bio se sont servis de ce débat pour vendre plus de produits. Which is a shame because organic as a farming practice is completely legitimate. Et en fait, ce qui est dommage, puisque l'agriculture bio, c'est tout à fait légitime. But to try to sell it as a magical fix and this other types of farming are evil is, I find, to be nefarious and very dangerous. Mais de l'autre côté, de le vendre comme une résolution magique à tous les problèmes, c'est pas simplement dangereux, mais c'est néfaste. Vous savez que tous les opposants à votre documentaire pensent que vous avez été financé par des industries IEL. Yes, that's true. The good news is the film was not financed by, we had no money from the biotech industry. En fait, c'est vrai qu'on m'accuse de ça, mais on n'a pas eu de l'argent de l'industrie biotech. On n'a pas été financé par eux. But more importantly, I had complete creative control and final cut. Mais encore plus important, moi, je gardais le contrôle créatif sur le film et sur ce qui est sorti. Like good science, I had to have final cut and creative control. Et comme avec la science, c'était important que j'ai le contrôle créatif sur le film et ce qui est sorti. So if I may, to those critics, I say to them, a slur is not an argument. Alors, si je peux dire à ces critiques, de lancer des accusations n'est pas une critique. Right. If they want to say something about the film, look at the science. Say something specifically. They're attempting to slur the film to have somebody disregard it. And I say that is not an argument. Et donc, si ces critiques ont quelque chose à dire sur la science dans le film, qu'ils font un argument basé sur la science et non pas sur moi-même ou sur le personnage. Quel a été l'accueil du film aux États-Unis? The film has been received extremely well in the United States. Le film a été très très bien reçu aux États-Unis. Not that it means everything, but we have a movie system called Rotten Tomatoes, and it's been 100% on Rotten Tomatoes with film critics. Et ça ne veut pas tout dire, mais on a un site qui critique les films avec un pourcentage, c'est positif, c'est 100%, et le film est 100% sur ce site de critique. And we've seen at screenings over and over that it's really gotten people not only to change their minds about GMOs, but again, more importantly, to make them think about how they're making decisions. Mais encore, dans les présentations de films, dans les projections de films, on a vu à plusieurs reprises comment les gens, ça les met à réfléchir et de penser sur les sujets dans le film. Alors, vous lancez ce film, ce documentaire ici en France. Est-ce que vous avez des difficultés pour le diffuser? No. That's a joke. Non, pas du tout. Là, c'est une blague. Beaucoup. No, the response here in France has actually been very, very interesting. La réponse ici en France était tout à fait intéressante. There are definitely some people that are anti and very passionate.
il y a des personnes qui sont complètement contre et très passionnées par ce refus. But I've said the same thing to them, that a slur is not an argument. Mais encore une fois, je répète, de faire des accusations, etc., c'est pas un argument. But there's a very large community of pro-science people that have been very grateful for the film. Again, not just for GMO, for defending the scientific method. Mais il y a quand même une grande communauté qui est très très content que le film existe et que c'est un film non seulement à propos, c'est pas simplement à propos des OGM, mais aussi sur la science en général. Bruno Parmentier, juste avant de parler de votre livre, comment vous réagissez? Vous savez, l'agriculture, c'est le seul secteur où on rêve de manger comme grand-mère. Je veux dire, personne ne souhaite aller se faire opérer avec un hôpital à l'ancienne. Mais pour l'agriculture, il y a une espèce de blocage complètement sur la science. Or, la réalité, c'est qu'il faut produire beaucoup plus. Je veux dire, on critique beaucoup l'agriculture, mais depuis les années 60, la population du monde a été multipliée par 2,5. Il a bien fallu augmenter. Et l'agriculture, grosso modo, elle a multiplié par 3,5 la production de nourriture. Moyennant quoi, il faut se dire, on mange mieux dans la Chine actuelle, qui fait 1,3 milliard d'habitants, que dans la Chine d'il y a 30 ans, qui avait 700 millions d'habitants. Et ça, c'est parce que on produit plus de riz à l'hectare. Mais pour produire plus de riz à l'hectare, quelque part, il faut se décarcasser, il faut faire de la science. Et là, les OGM, c'est une partie de la science. Parce que la génétique, il faut voir, c'est vieux comme le monde sur le fond. Ça fait des millénaires que quand on veut semer du maïs, on prend le plus bel épi, en disant ce plus bel épi, il va peut-être me faire du maïs. Moyennant quoi, du temps des Incas, on faisait 1 tonne à l'hectare de théosinte. Maintenant, on fait 10 tonnes, 10 fois plus. C'est pareil pour le blé, on a multiplié par 8 ou 10. Donc, les OGM, la génétique, c'est pas en soi mauvais. Alors, à mon humble avis, ce qui pose problème, c'est de mettre un gène d'un animal dans une plante, par exemple, etc. Parce que, quelque part, on prend des risques, probablement. Mais vous savez, accélérer en mettant un gène de pomme de terre dans une autre pomme de terre, quelque part, c'est quelque chose de naturel qu'on accélère. Mais, à mon humble avis, c'est qu'une petite partie de la science. Parce que nous arrivons à un véritable tournant de l'agriculture. Il faut se rendre compte que l'agriculture, avec les labours et les pesticides, c'est un aveu d'impuissance, c'est un aveu d'inconnaissance. On ne connaît rien de la nature. Il faut se rendre compte que sous 1 mètre carré de sol, il y a 230 millions d'êtres vivants. On en connaît 200. Et comme il y en a plein qu'on ne connaît pas, des bactéries, des champignons, plein de trucs qu'on ne connaît pas, ça nous fait peur, on retourne tout, puis on met plein de produits pour ne pas être embêté. Et c'est seulement aujourd'hui qu'on va commencer à faire connaissance, parce que la science de la précision, celle du carbone, celle de l'informatique, etc., commence à déchiffrer le génome, mais commence aussi à comprendre. Et donc, on va pouvoir enfin faire de l'agriculture parce qu'on va comprendre ce qu'il y a vraiment dans la nature. Bruno Parmentier, si on va avoir un peu de temps pour parler de votre livre « Faim zéro, en finir avec la faim dans le monde ». Moi, je me rappelle, il y a 15 ans, c'était les objectifs du millénaire, réduire la faim. Il y avait 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. 15 ans après, il y a toujours 800 millions de personnes qui souffrent de la faim. Voilà. Il y a un chiffre qu'on n'arrive pas à réduire. Depuis 120 ans, il y a toujours 800 millions de gens qui ont faim. En 1900... on n'était qu'1,8 milliard, il y avait 800 millions de gens qui ont faim. En 1950, on est 2,8 milliards, il y a 800 millions de gens qui ont faim. En l'an 2000, on est 6,5 milliards, il y a 800 millions de gens qui ont faim. Et aujourd'hui, on est 7,3 milliards toujours. Et pourquoi? Et en fait, d'un côté, on peut être optimiste en disant on a réussi à nourrir 5,5 milliards de gens de plus sur les mêmes champs. C'est quand même pas mal. Et d'un autre côté, on dit mais comment on peut ne pas terminer le job? Mais c'est pas possible. Or, face à la faim, il y a eu des réactions extrêmement différentes. En Europe, on a eu faim pendant des millénaires. C'est bien pour ça qu'on récitait « Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Si on le disait, c'est qu'il n'y en avait pas de pain. En 1789, ce qu'il n'y avait pas à Paris, c'est du pain. Bon, voilà. Maintenant, c'est fini. Plus personne n'a faim en Europe. Maintenant, notre problème, c'est plutôt l'obésité que la faim. Quand j'étais jeune, moi, c'était la Chine, le pays de la faim. La Chine, c'est terminé, la faim. Le Vietnam, le pays le plus bombardé au monde, il exporte du riz. Et en fait, l'Amérique latine est en train de se sortir de la faim. On est en train de regrouper les toujours 800 millions de personnes dans 2 zones géopolitiques du monde. La péninsule indo-pakistanaise, qui n'arrive pas à baisser en dessous de 300 millions de gens qui ont faim, et l'Afrique noire,
dans lequel, contrairement au reste du monde, la faim ne cesse d'augmenter. On a tous les jours plus de gens qui ont faim en Afrique. Et le problème, c'est que la population va doubler en Afrique. Et voilà. Et donc, on a un énorme problème, d'autant plus que, d'un côté, on peut dire la productivité en Afrique, elle est très faible. Il faut se rendre compte que l'Algérie produit moins de nourriture que le jour de la décolonisation. Madagascar produit moins de nourriture que le jour de la décolonisation, alors que nous, depuis la décolonisation, on a triplé notre production. Donc les réserves de productivité, elles sont évidemment énormes. Et donc, il faut s'interroger pour savoir pourquoi l'agriculture n'a pas pris sur ce continent, pourquoi il n'y a pas un seul pays qui soit réputé bon en agriculture. Pourquoi la République démocratique du Congo n'est pas un grand pays exportateur de matières premières agricoles comme le Brésil, hein? Voilà. Et donc, il y a vraiment des problèmes de fond politiques, économiques, sociaux, etc. Mais avec cette nouvelle révolution, on va pouvoir le faire malgré les effets considérables délétères du réchauffement climatique. Parce que l'Afrique noire va être à plein dans les inconvénients du réchauffement climatique. Ils vont prendre les ouragans, les sécheresses, les maladies, les épidémies, etc., etc. Et donc c'est très difficile pour eux de tripler d'un côté leur production agricole, c'est ça qu'il faudrait faire, au moment des effets délétères du réchauffement climatique. Mais ce qui donne de l'espoir, c'est que finalement, on commence à peine l'agriculture, au lieu de tout retourner puis mettre des produits délétères pour pas se faire embêter, on va enfin pouvoir utiliser les forces de la nature. Et les forces de la nature dans les pays tropicaux sont très forts. Et donc on va pouvoir. Et c'est pas uniquement du bac plus 10 ou du bac plus 15. C'est l'occasion de revisiter toute la tradition orale dans ces pays. Parce que si les anciens ont observé depuis des centaines d'années que ce qui marche dans ce champ ne marche pas dans celui-là et qu'il faudrait faire ça, on va enfin pouvoir faire le tri avec la science, savoir ce qui est des croyances abscons et ce qui est vrai, parce qu'on ne savait pas l'expliquer. Et donc on va pouvoir le faire. Quand on se promène dans le salon, on voit des robots, on voit des drones, on voit de la technologie. Est-ce qu'il va pas y avoir une sélection darwinienne aussi par l'accès à la technologie? Oui, bien sûr. Mais, vous savez, quand on part de 2 tonnes de riz à l'hectare, on peut passer à 5 ou 6 sans aucun problème. Bon, par exemple, il y a une technique à Madagascar qui a été importée par des jésuites qui consiste, on sème plus séparé pour que l'épi de blé puisse... et puis, au lieu de le mettre tout le temps dans l'eau, on l'oblige à pousser en asséchant un peu. Et on multiplie par 2 ou 3 la productivité sans aucune technologie extérieure, sans aucun capital. Et donc, notre ignorance du vivant est crasse et on arrive à peine. Regardez par exemple chez nous, on gère le champ au champ. Mais c'est absurde de dire, je vais arroser le champ, quel mètre carré tu arroses? Je veux dire, tu sais absolument pas qu'est-ce qu'il y a comme phosphore, comme carbone, comme eau. Bon, maintenant, on va commencer à gérer le champ au champ, voire à la plante. Et donc, on est quasiment à l'an 0 de l'agriculture, à l'an 1 de l'agriculture. Tout ce qu'on a fait avant, c'était des tâtonnements. Et maintenant, la science va pouvoir nous montrer comment fonctionne la nature et comment on peut passer des alliances avec elle. Et ça va bien au-delà des OGM. On a l'impression un peu que la faim, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Dans les médias, on parle beaucoup de choses qui nous concernent, tournées vers nous, et relativement peu des grands problèmes liés à la faim. Oui, mais en même temps, on a nos boat people, hein. Moi, je sais pas... ma belle famille a une maison sur la Côte d'Azur. Moi, je refuse de me baigner maintenant. Je me refuse de me baigner dans la Méditerranée. C'est là où les pauvres meurent. Enfin, c'est pas possible. On va pas rester avec, juste à côté de la France, le continent le plus proche que nous, où il va y avoir 300, puis 400, puis 500, puis 600 millions de gens qui ont faim. Sachant que nous vivons dans un siècle où même les pauvres peuvent se payer une Kalachnikov. Et donc, la réalité, c'est que l'Europe, on va dire, la rive nord de la Méditerranée ne peut pas se désintéresser de ce qui se passe dans la rive sud de la Méditerranée. Par exemple, De Gaulle et Adenauer ont eu cette idée géniale quand ils ont fait l'Europe, en disant on va faire du rap de nourriture en France pour nourrir les ouvriers allemands qui vont nous envoyer des machines. Eh bien, moyennant quoi, on ne s'est plus fait la guerre. C'est quand même... Moi, j'ai même un fils qui a épousé une Allemande. Maintenant, c'était quand même mieux que de se faire la guerre. Bon, alors maintenant, c'est la même chose. Si les pays de la rive nord de la Méditerranée ne sont pas capables de dire « je peux faire un peu de rap de nourriture, mais il faut absolument qu'ils mangent dans la rive sud », je ne dis pas dans tout le monde, mais au moins dans la rive sud, parce qu'avec le réchauffement climatique, définitivement, ils n'arriveront pas à se nourrir, je veux dire, on va vers beaucoup d'inconvénients. Donc c'est notre intérêt
que nos voisins mangent. Ça a l'air stupide de dire ça, mais c'est notre intérêt. Et c'est important, Bruno Parmentier, vous êtes passionnant, vous écouterez vraiment tout l'après-midi. On peut vous retrouver dans votre livre, paru aux éditions La Découverte, Fin Zéro, en finir avec la faim dans le monde. Et puis Scott, dites-moi, c'est quoi les prochaines séances pour découvrir votre documentaire? Où c'est qu'on peut le voir à Paris, par exemple? Yes, tomorrow afternoon at Champs-Élysées. It's au club, I'll let her say it, de l'Étoile. Yes. Vous pouvez le voir demain au Club de l'Étoile à 17h pour une soirée débat. Please come by and see the film and we'll have a lively conversation. Venez passer voir le film et on aura une discussion animée. Merci beaucoup d'être venu ici à Paris nous parler de votre documentaire. Merci aussi Bruno Parmentier et merci à vous de nous avoir suivis.